Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'opposant béninois Daniel Eda est de retour dans l'arène politique. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016 a annoncé officiellement sa candidature au scrutin présidentiel d'avril 2021. Le Kenya élargit son assiette fiscale avec l'arrivée d'un nouvel impôt dans le secteur du numérique. Une taxe de 1,5% qui s'appliquera sur toutes les transactions en ligne effectuées dans le pays dès le 1er janvier 2021. Et la série ivoirienne Teenager fait son retour sur le petit écran. Le feuilleton à succès mettant en scène des adolescents revient pour une 4e saison avec toujours plus d'intrigue et de suspense. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire, l'opposant Pascal Affi-N'Guessan, qui est à la tête d'une aile du Front populaire ivoirien, a été arrêté par les services de la DST, la Direction de surveillance du territoire, ce samedi 7 novembre, à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Son arrestation fait suite à la conférence de presse tenue ce vendredi par le procureur de la République, qui a annoncé des poursuites judiciaires à l'encontre des personnalités ayant appelé à la désobéissance civile lors de l'élection présidentielle du 31 octobre. Plusieurs opposants s'étaient réunis au sein de la plateforme du Conseil national de transition créée le 2 novembre pour contester les résultats de l'élection présidentielle. Pascal Affi-N'Guessan, porte-parole de ce Conseil national de transition, est notamment poursuivi pour attentat et complot contre l'autorité de l'État. L'opposant Albert Mabry Touakeuse, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est aussi activement recherché par la justice, mais il demeure pour l'instant introuvable. Enfin, le président désigné du Conseil national de transition, Henri Konan Bédié, a été exempt de toute incarcération compte tenu de son âge, selon les affirmations du procureur de la République. L'opposant béninois Daniel Eda Rampil, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, a décidé de tenter une nouvelle fois sa chance au scrutin d'avril 2021. Mais pour que sa candidature soit valide, il devra se conformer aux exigences du nouveau code électoral. Reportage de notre correspondant Leftiono. L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Daniel Eda, a annoncé sa candidature officielle à la présidentielle d'avril 2021, vendredi 6 novembre 2020 à Cotonou. Il porte une vision politique déclinée à travers la conception intitulée « Le Bénin économiquement prospère et socialement stable ». Son engagement politique vise un pays attractif des investisseurs nationaux et étrangers, un Bénin industrialisé axé sur la transformation des matières premières et produits locaux. L'égaliste Daniel Eda compte avoir le parrainage nécessaire dans le cadre du scrutin. Il se dit préoccupé par la crise politique en prélude à la présidentielle d'avril 2021. Je sais que les conditions liées à la participation à l'élection présidentielle inquiètent plus d'un, alarment plus d'un, mais je suis persuadé que le bon sens et la volonté d'échapper à un certain nombre de menaces et de chantages finiront par prendre le dessus au niveau de ceux-là qui sont appelés à parrainer ou à décider, et ils vont se délivrer eux-mêmes et délivrer bientôt le peuple. Pour 2021, au regard des défis actuels du pays, Daniel Eda mise sur son projet de société dénommé La Grandeur du Bénin. Au plan politique, le président du parti GPS entend amnistier tous les détenus et exilés politiques et instaurer une gouvernance inclusive tenant en compte tous les concitoyens. Daniel Eda veut changer le cap au plan social à travers la révolution du système de santé et de sécurité sociale, notamment la prise en charge gratuite des citoyens en détresse. Je compte d'abord sur Dieu, parce que l'autre fois, j'étais candidat, mais aujourd'hui, je suis porteur d'une candidature. Soyez assurés qu'il y aura bel et bien, en 2021, dans la paix et la liesse populaire, une alternance historique au sommet de l'État en République du Bénin. A noter que Daniel Eda est un ancien leader étudiant, activiste de la société civile et ex-fonctionnaire de l'Organisation internationale de la francophonie.
Du changement dans le mode de scrutin électoral, il en est aussi question à Madagascar. Le 11 décembre se tiendront les élections sénatoriales. Les grandes nouveautés de ce scrutin sont que ce n'est pas la population qui votera, mais quelques 12 000 grands électeurs qui seront chargés d'élire 3 fois moins de sénateurs. Les explications de Nélé Claudie Bessa. Le scrutin sénatorial malgache présente une nouveauté majeure. Le pays qui élira le 11 décembre prochain ses nouveaux sénateurs a mis en place une urne unique par district dans les 114 bureaux de vote du pays, en remplacement d'une urne pour chaque commune. Ainsi, pour ces élections sénatoriales, ce sont près de 12 000 grands électeurs qui voteront. Ces électeurs constituent quelques 1700 maires du pays et de l'ensemble de leurs conseillers municipaux. Étant donné que dans une commune, le nombre de grands électeurs est petit, on a par exemple 7 ou 5 grands électeurs, c'était facile de connaître le choix des électeurs dans la commune. Désormais, avec l'installation d'un seul bureau de vote au niveau du chef-lieu de district, les bulletins dans l'urne sont confondus. C'est un grand pas pour la préservation du secret de vote. Autre changement notable de cette élection, le bureau de vote unique dans la capitale au lieu des 5 habituels. La campagne électorale est prévue commencer le 11 novembre 2020. Seulement 14 listes de candidats sont en liste, les grands partis d'opposition ayant décidé de boycotter l'élection suite à la décision prise par ordonnance présidentielle de réduire par 3,5 le nombre de sénateurs. Dans un pays en proie à une crise économique aiguë, cette réforme du mode de scrutin aux élections sénatoriales constitue une économie budgétaire non négligeable. Le deuxième avantage se situe au niveau strictement démocratique. Avec les regroupements des urnes au niveau chef-lieu de district, il est difficile de savoir qui a voté pour qui, ce qui préserve les secrets du scrutin. Avec la nouvelle réforme en 2020, le Sénat malgache est composé de 18 sénateurs renouvelés tous les 5 ans, dont 2 tiers élus au scrutin indirect par les élus régionaux et municipaux et le tiers restant nommé par le président de la République. Auparavant, le total des sénateurs était de 63, répartis selon les mêmes ratios. Les membres élus le sont au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à raison de 2 sénateurs pour chacune des provinces du pays. Au Niger, le programme d'appui aux réformes et à la résilience économique effectué entre 2017 et 2019 porte ses fruits. Ce programme a notamment créé des conditions de croissance soutenues d'après la Banque africaine de développement. Notons que ce projet s'inscrit dans l'accompagnement de l'assainissement des finances publiques du Niger pour améliorer sa compétitivité. Philomène Tiné. Une croissance économique qui est passée à une moyenne annuelle de 5,9% entre 2017 et 2019, un taux de pression fiscale de 14,9% du produit intérieur brut en hausse, un taux d'accès à l'électricité passant à 13,6% en 2019. Tels sont les résultats satisfaisants enregistrés par le Niger dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux réformes et à la résilience économique par phase 1, indique la Banque africaine de développement. Les résultats réalisés vers l'atteinte de l'objectif de développement du programme sont satisfaisants. Le PAR a eu un impact significatif sur l'accroissement des recettes fiscales qui ont atteint 1,4 milliard de dollars en 2018 et 1,5 milliard de dollars en 2019 contre 1,1 milliard de dollars en 2016. Le PAR, structuré en 2 phases, couvre les années budgétaires de la période 2017 à 2019 au Niger. Il a bénéficié en sa phase 1 d'un prêt de 19,8 millions de dollars et d'un don de 21,98 millions de dollars de la BAD. Pour sa deuxième phase, 27,4 millions de dollars lui ont été alloués par l'institution financière. Sur un total de 5 cibles sur les effets attendus du programme, 3 cibles ont été totalement atteintes, même si les progrès réalisés n'ont malheureusement pas permis une amélioration significative des conditions de vie de la population au regard du niveau de l'indice du développement humain. Dans un pays où l'agriculture et l'élevage emploient plus de 80% de la main-d'œuvre, il faudra privilégier l'amélioration de l'accès à l'électricité et à l'eau et le renforcement de la productivité agro-pastorale face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce programme qui vise à contribuer à l'accélération de la croissance économique du Niger bénéficie actuellement aux populations dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique pastorale ainsi qu'aux entreprises du secteur privé dans le pays.
Le Kenya cherche à élargir son assiette fiscale. Pour ce faire, les autorités ont décidé de s'appuyer sur les bons chiffres du secteur numérique. L'État prévoit d'instaurer une taxe de 1,5% sur toutes les transactions effectuées en ligne dès le 1er janvier 2021. Le but étant de récolter 4,9 millions de dollars dès le premier semestre 2021. Nathalie Mo. L'autorité fiscale du Kenya cherche à collecter 5 milliards de shillings d'impôts sur les transactions numériques entre janvier et juin 2021. L'agence gouvernementale va percevoir des taxes auprès des entreprises locales et étrangères fournissant une variété de services en ligne dans le pays. Les autorités kenyanes justifient cette décision par la croissance des activités de ce secteur au cours des dernières années. Normalement, si un secteur commence à générer une forte croissance et de la rentabilité, il est important que l'État puisse venir taxer un tout petit peu, déjà pour des questions de justice sociale et de justice fiscale, mais aussi parce que c'est une contribution de l'entreprise à la préservation de l'environnement qui lui permet de pouvoir jouir de cette croissance. Les entreprises opérant dans le numérique au Kenya vont payer une taxe à un taux fixe de 1,5% sur la valeur des biens ou services qu'elles fournissent. Introduite dans la loi de finances 2020, cette nouvelle taxe vise à exploiter le secteur technologique à croissance rapide afin d'élargir l'assiette fiscale. Alors, tout secteur d'activité qui porte de grosses chaînes de valeur peut effectivement être considéré comme une niche fiscale parce qu'en général, comme c'est nouveau, les gens s'y engouffrent, mènent des activités, gagnent de l'argent et finalement ne participent pas et ne contribuent pas à l'effort de mobilisation des ressources qui puissent servir à mettre en place des infrastructures, des cadres qui favorisent justement cette émergence économique. Au Kenya, la taxe sur les services numériques est classée dans la catégorie de l'impôt sur le revenu. Dans le pays, le secteur des TIC a connu une croissance moyenne de 10,8% par an au cours des 5 dernières années, avec une production totalisant 427 milliards de shillings en 2019. La situation humanitaire se détériore au Soudan du Sud. Les inondations causées par les pluies torrentielles qui sont tombées ces dernières semaines ont affecté près de 700 000 personnes selon le Programme alimentaire mondial. Au moins 58 millions de dollars seraient nécessaires dans les 6 prochains mois pour faire face à cette urgence. Fanny Mounichi et Corinne Comdem. Les régions de l'Équatoria sous les eaux. Au Soudan du Sud, le niveau des rivières est monté après des épisodes de pluie diluvienne, détruisant habitations et récoltes. Alexandra Karama, fermière, ne se souvient pas d'avoir vu pareil spectacle de désolation et craint désormais de ne plus avoir de quoi se nourrir. Ma maison s'est effondrée, mes arachides ont été balayés par l'eau. Mes terres agricoles sont encore sous l'eau, vous pouvez aller voir, il ne reste plus rien. Plus de sorgho, plus d'arachides, rien. Maintenant que les pluies ont cessé, le gouvernement et les agences humanitaires s'attellent à venir en aide aux populations menacées par la famine et la malnutrition. Au-delà des denrées de première nécessité, des semences destinées à être immédiatement plantées sont distribuées. L'intervention du gouvernement avec les agents humanitaires est de s'assurer que nous fournissons rapidement l'aide humanitaire. Nous avons également assisté à la distribution de nourriture. Nous avons visité le centre médical. Nous avons supervisé la distribution de semences et de cultures, malgré le fait que de nombreuses récoltes avaient déjà été détruites. Selon les Nations Unies, les inondations ont déplacé plus de 600 000 personnes, soit plus d'1 habitant sur 20. Avec un nom qui résume le synopsis en un mot, Teenager revient sur le petit écran pour le plus grand plaisir de ses fans. Une 4e saison sera diffusée dès le mois de décembre. Une série ivoirienne à succès à découvrir ou à redécouvrir avec Angelo Megno. Après la saison 1, 2 et 3, Teenager revient sur les petits écrans avec la saison 4. Cette série télé qui a débuté dans les années 2008 et qui a fait le bonheur des jeunes adolescents continue d'engranger beaucoup de public. C'est l'une des raisons qui a d'ailleurs poussé le producteur à continuer jusqu'à la saison 4. Et pour cette nouvelle aventure, le suspense est garanti à 100%. La thématique de la saison 4, c'est la chanson avec son texte. Entre-temps, nous avions identifié à Yaoundé une jeune Camerounaise, je suis Camerounais. Donc je vais mettre dans ma saison 4 cette fille qu'on a rencontrée, qui est une passionnée de musique, en tout cas elle est étudiante à l'université de Soie. Donc elle avait pour nous 2 avantages, 2 qualités. Son penchant pour la musique, sa passion pour le cinéma,
et surtout sa fraîcheur. Et ce rôle de musique va être très bien joué par la jeune Camerounaise. Justine Etoudi, 25 ans, est passionnée de musique. Dans la série, on la retrouve dans la peau d'une jeune artiste pétrie de talent, mais dont l'avenir sera gâché par sa sœur aînée Emlys. Elle aussi est passionnée de musique, mais n'a pas le talent de sa demi-sœur. Elle en sera donc jalouse. La réaction, c'est une réaction d'extrême jalousie parce que dans le scénario, elle va détruire Jet, elle va détruire sa petite sœur. On est allé dans tout ce qu'on appelle des raisons mystiques. Elle va prendre un marabout qui va complètement ensorceler Jet. On va retrouver Jet dans une cage à cochons, dans un village, pendant que toute la ville la croit morte, la croit disparue, mais aussi la croit être revenue au Cameroun, puisqu'on comprend qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire dans cette communauté venant du Cameroun. Mais elle ne va pas mourir, elle ne va même pas devenir cochon. Il faut attendre le mois de décembre pour suivre les premières diffusions de cette série ivoirienne. De quoi donner une dose de bonne humeur aux cinéphiles pendant la période des fêtes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.